on va passer au vif du sujet. On va voir au cours de cette deuxième séquence l'étude de la dioptrique de l'œil normal. Donc on va passer à l'étude de l'œil, mais on va se contenter pour le moment du cas normal. Alors on va commencer par un petit descriptif anatomique pour rappeler que, comme vous le voyez sur le tableau, l'œil est en fait constitué de 3 parois. De l'extérieur vers l'intérieur, ensuite la sclérotique, la choroïde et finalement la rétine. Donc, pour ce qui est de la sclérotique, il s'agit de la paroi la plus externe, elle est fibreuse, elle a une forme bombée en avant et correspond en fait à la cornée. Par la suite, la tunique moyenne, c'est l'UV, également appelée choroïde, et qui se continue en avant par le corps ciliaire et l'iris, délimitant l'orifice qu'on appelle pupille, dont le diamètre est variable selon le niveau de la lumière. Et finalement, la troisième tunique, c'est la rétine. C'est l'élément le plus noble de notre œil. Donc, autrement dit, la lumière, en passant de l'extérieur vers la rétine, elle va traverser différents milieux d'une manière successive. En fait, on distingue 4 milieux qu'on appelle les milieux transparents de l'œil. On doit les citer dans l'ordre de progression de la lumière, dans le sens de propagation de la lumière. Donc, le premier milieu que rencontre notre lumière, premièrement, c'est la cornée. Alors, il faut savoir que la cornée, elle a la forme d'un ménisque, avec 2 rayons extérieurs et intérieurs de 7,8 et 6,5 mm respectivement, et un indice de réfraction légèrement supérieur à l'air, à savoir 1,377. Après la cornée, la lumière va rencontrer ce qu'on appelle l'humeur aqueuse. Il s'agit d'un liquide de faible volume, voire même de très faible volume, et dont l'indice est de 1,337, légèrement inférieur à celui de la cornée. Par la suite, c'est le cristallin que va rencontrer notre lumière. Et il faut savoir que le cristallin, pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a la forme d'une lentille biconvexe avec 2 rayons extérieurs et intérieurs. Par rapport à son indice, pour le moment, on va retenir que son indice est de 1,42 et il s'agit en fait d'une valeur moyenne. On va comprendre par la suite pourquoi on parle de valeur moyenne avec des rayons de la face antérieure de 10 mm et de la face postérieure de 6 mm. Mais je répète toujours, il s'agit de valeurs pour le moment moyennes. On va comprendre le sens de ce terme à la fin de ce cours. Finalement, après le cristallin, c'est l'humeur vitrée. La composition est quasiment la même que celle de l'humeur aqueuse. Il s'agit d'un liquide gélatineux et dont l'indice est de 1,337, également de la même façon que celui de l'humeur aqueuse. Donc, si je me penche encore plus par rapport à mon œil pour comprendre de près les notions et appliquer plutôt les notions qu'on vient de voir dans notre premier chapitre. Je m'intéresse en fait à savoir quelle est la puissance de mon œil. Donc, finalement, ce n'est pas un exercice aussi simple que ça, puisque, comme vous venez de voir, il y a différents milieux transparents de l'œil successifs que traverse la lumière. Pour cela, on va procéder étape par étape. On doit premièrement définir ce qu'on appelle les dioptres de l'œil. Alors, la question qui se pose, quel est le premier dioptre que rencontre la lumière? Et là, il faut faire attention, le premier dioptre, ce n'est pas la cornée qu'en pense la majorité d'entre vous. Il faut faire attention et se rappeler de la définition d'un dioptre. Un dioptre sphérique, par exemple, c'est quoi? C'est une surface séparant 2 milieux d'indices différents et non pas un milieu. Donc finalement, la cornée, ce n'est pas le premier dioptre de l'œil. En fait, c'est quoi le premier dioptre alors? C'est la surface qui sépare l'air, le milieu extérieur, de la cornée. On parle du dioptre cornéen antérieur. De la même manière, on peut définir 3 autres dioptres. Bon. Le deuxième dioptre que rencontre la lumière, c'est celui séparant la cornée et l'humeur aqueuse. Et on parle du dioptre cornéen postérieur. Par la suite, c'est le dioptre cristallinien antérieur. Je suppose que c'est évident pour vous actuellement. Et pour terminer, le dioptre cristallinien postérieur, c'est celui qui sépare le cristallin de l'humeur vitrée. Donc là, c'est encore
un peu plus clair puisqu'on a 4 dioptres successifs dont je connais pour chaque dioptre le milieu d'entrée, le milieu de sortie et le rayon. Et je peux du coup déduire la puissance de chacun de ces 4 dioptres. Donc on va commencer par le dioptre cornéen antérieur qui sépare l'air de la cornée avec un rayon SC qu'on vient de définir, exprimé en mètres bien évidemment, de 7,8 10-3 mètres. Donc je peux appliquer la formule de la puissance d'un dioptre sphérique qui est de la forme N2 moins N1 sur SC et j'aurai comme résultat la puissance de ce dioptre Pi1 égale 48 dioptries. Je procède de la même manière. Et là, je vais faire rapidement. Pour ce qui est du dioptre cornéen postérieur, toujours de la même manière, sauf que là, le résultat sera négatif puisque le centre du dioptre, comme on l'a déjà défini, se situe dans le milieu le moins réfringent. Et donc, du coup, la puissance pi2 de ce deuxième dioptre est, en toute rigueur, égale à moins 6 dioptries. Passons maintenant au dioptre cristallinien antérieur. Tout calcul fait, Pi3 sera égal à plus 8 dioptries. On procède toujours de la même méthode. Et pour terminer, le dioptre cristallinien postérieur, et là il faut faire attention parce que SC est une entité négative. Donc du coup, tout calcul fait, j'aurai une puissance Pi4 est égale à plus 14 dioptries. Donc, je peux aboutir au résultat suivant en se disant que la puissance de l'œil, ça revient à la somme des puissances des dioptres qui les constituent. Donc, tout calcul fait, j'aurai une puissance de mon œil global pour un sujet normal, entre guillemets, qui est égale à 64 dioptries. Alors là, il y a 2 remarques importantes. C'est très intéressant ce qu'on va dire tout de suite. Premièrement, c'est qu'en fait, on l'a vu lors du premier chapitre, on a le droit de faire la somme des puissances des dioptres qui constituent un système optique que si et seulement si, vous vous rappelez, je suppose, ces dioptres-là sont accolés, ce qui n'est pas le cas dans ce cas de figure. Donc finalement, ce qu'on a fait n'est pas tout à fait juste. Donc il faut, pour faire le calcul, il faut tenir compte en fait des distances qui séparent les différents dioptres, chose qu'on n'a pas fait actuellement. Donc si on refait notre calcul en prenant en considération les distances séparant les différents dioptres, on aura un résultat qui est plutôt égal à 60 dioptries. Donc, pour un œil normal, la valeur moyenne, c'est 60 dioptries. Mais est-ce que tout œil normal a une puissance égale à 60 dioptries? Bien évidemment, non. Pour la simple raison, c'est que si on étudie et on calcule l'écart type, la variation de la puissance de l'œil normal, on va voir que cette puissance, l'écart type est égal à 3,5 dioptries. Autrement dit, la puissance d'un œil normal est de la forme 60 plus ou moins 3,5 dioptries. Donc, pour conclure, on ne peut pas définir un œil normal par rapport à la valeur de la puissance et on s'arrête là. C'est faux, puisque cette valeur varie d'un sujet normal à un autre. On est toujours dans le cadre d'un sujet normal, mais même pour 2 sujets normaux, la puissance n'est pas obligatoirement la même. Donc, vous voyez que l'étude de l'œil normal, ce n'est pas aussi simple que ça. Je ne peux pas définir un œil normal par rapport à une valeur de puissance. Ça ne se fait pas. Donc, pour cette raison, on doit approfondir encore notre étude. Et pour faciliter cette étude, parce qu'il est quasiment impossible de reprendre l'étude avec 4 dioptres qui ne sont même pas accolés. Donc, pour cela, on va faciliter la tâche. Par quel moyen? Par la simplification de cet œil pour le ramener à ce qu'on appelle un œil réduit. On va réduire le problème. C'est grâce à quoi? C'est grâce à ce qu'on appelle l'œil réduit de Listing. C'est grâce à M. Listing qui nous a offert un modèle simple de notre œil normal. Donc,
Paragraphe suivant dans ce chapitre, c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est l'étude de l'œil réduit de Listing. Alors, c'est quoi l'œil réduit de Listing? En fait, M. Listing nous dit qu'en fait, il s'agit d'un système centré. Les 4 dioptres se trouvent sur les sommets se trouvent sur la même ligne. Il s'agit d'un système centré et donc du coup, on peut le réduire à un seul dioptre. Quelles sont les caractéristiques de ce dioptre? Premièrement, il faut savoir qu'il s'agit d'un dioptre sphérique. L'œil peut être assimilé à un seul dioptre sphérique de sommet S, de centre C, de rayon SC, séparant l'air de l'eau. Donc, je répète, il s'agit d'un dioptre sphérique de sommet S, de centre C, de rayon SC, qui sépare quoi? L'air, l'indice 1, et l'eau, tout simplement. Et vous voyez que par rapport au premier schéma, cette représentation est beaucoup plus simplifiée. On va voir l'intérêt de cet œil réduit. Alors, il faut savoir que les dimensions dont on va donner tout de suite, ils sont normalisés par rapport à un sujet normal. Autrement dit, il s'agit de valeurs très proches de la réalité. Ce n'est pas des valeurs fictives. Donc, M. Listing nous dit que l'air d'indice 1, on est tous d'accord, l'eau, il est d'indice 1,337. C'est 1, l'indice de l'air. Quoi encore? Le rayon SC. Est-ce qu'on dispose de la valeur du rayon SC? Oui. Le rayon SC pour l'œil réduit, elle est de la forme, elle est égale plutôt à 5,6 mm. Et pour terminer, une autre donnée par rapport à notre œil réduit, il faut savoir que la rétine, elle est située à une distance SH. Le H, il est là. La distance SH qui traduit finalement la profondeur de l'œil. Et pour l'œil de Listing, il est égal à 22,3 mm. Alors, on va jouer avec ces petits chiffres et on va essayer premièrement de deviner la puissance de l'œil réduit. Quelle est la valeur de la puissance pour ce modèle? Parce que finalement, il s'agit d'un modèle. Donc, pi à quoi est égal, toujours de la même manière, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est de la forme N2, milieu de sortie, moins N1, milieu d'entrée, divisé par le rayon SC, tout simplement. Et donc, il ne faut pas oublier déjà que le SC doit être converti dans le système international pour avoir un résultat en dioptrie. Et pour ce modèle, je répète toujours que pour ce modèle, et uniquement pour ce modèle, la puissance de l'œil réduit est égale à 60 dioptries. Donc, l'œil réduit a une puissance égale à 60 dioptries. Si on va voir maintenant quelle est la position de l'image d'un objet situé à l'infini. Je vous donne un objet qui est situé à l'infini. Où sera située son image? On sait très bien, d'après la définition de la distance focale image, que l'image de l'infini se trouve au foyer image. Donc, finalement, la question revient à déterminer la distance SF' pour un dioptre sphérique. L'image de l'infini, un objet situé à l'infini, son image se trouve en F'. Donc, si je cherche à déterminer l'image de l'infini à travers ce modèle, à travers l'œil réduit, ça revient finalement à déterminer la distance SF', qui est de la forme, vous le savez tous, pour un dioptre sphérique, de la forme N2 sur pi. Donc, on applique cette formule et j'aurai comme résultat SF' égale 22,3 mm, qui est égal finalement à quoi? Qui est égal à SH. Donc, pour l'œil réduit, ce qu'on peut déduire, l'image de l'infini est située en F', qui est confondue avec H, donc l'image de l'infini est sur la rétine. Autrement dit, l'image de l'infini, d'un objet situé à l'infini, est vue nettement
puisque l'image se trouve sur la rétine et non pas en avant ou après la rétine. Par conséquent, si j'essaie de jouer un tout petit peu avec ces chiffres-là, si je modifie par exemple la puissance de mon œil, puisqu'on a vu tout à l'heure que 60 dioptries, ça ne peut pas être la seule valeur de puissance d'un œil normal. Elle est variable entre 60 plus ou moins 3,5. Donc cette valeur pi peut avoir une valeur qui est différente de 59 dioptries. Et par conséquent, si la puissance pi peut varier toujours pour un sujet normal, j'insiste bien là-dessus. Par conséquent, SF' qui dépend de pi va varier et ça sera plus 22,3 mm. Et du coup, si vous suivez la démarche, la rétine devrait avoir la position déjà définie par la puissance. Donc, pour voir un objet nettement, qui est déjà situé à l'infini, pour le voir nettement, je dois avoir l'image de l'infini, une image qui est sur la rétine. Donc, pour un œil donné, il faut qu'il y ait une harmonie entre la puissance et la profondeur de l'œil. Donc, ce n'est ni la valeur de 60 dioptries, ni celle de 22,3 mm par rapport à la profondeur de l'œil qui me définit un œil normal. Mais c'est plutôt la correspondance, la corrélation, l'harmonie entre ces deux chiffres-là. Donc, pour simplifier encore le problème, vous pouvez reprendre le même exercice avec d'autres valeurs de puissance. Et vous allez voir que, par exemple, pour une puissance de 59 dioptries, j'aurai une distance focale image de 22,6 et non plus 22,3. Donc, du coup, ma rétine devrait être à cette position-là, à 22,6 mm. Donc, à 59 dioptries correspond une profondeur d'œil normale de 22,6 mm. Pour une puissance de 61 dioptries, la profondeur de l'œil devrait être de 21,9 mm. Dans quel objectif? Dans l'objectif que l'image de l'infini se trouve sur la rétine, qui doit être égale exactement à SF'. Donc, pour conclure sur tout ce qu'on vient de dire là, on peut définir l'œil normal, mais attention, on s'est mis d'accord que ce n'est ni par rapport à la puissance tout court, ni à la puissance, à la profondeur de l'œil tout court, mais en fait par rapport à la correspondance entre ces deux chiffres-là. Il faut qu'il y ait une correspondance entre la puissance et donc du coup la distance focale image. Donc si on essaie de récapituler ce qu'on vient de voir, on déduit que pour définir un œil normal, il faut qu'il y ait une corrélation entre deux entités. La puissance d'une part et la profondeur de l'œil, la position de la rétine d'autre part, afin de ramener un objet situé à l'infini sur la rétine, afin d'avoir une vision nette d'un objet situé à l'infini. Du coup, on peut définir ce qu'on appelle l'œil hémétrope. C'est un concept très important, j'insiste très bien là-dessus. C'est quoi un œil hémétrope? Il faut savoir déjà que le mot hémétrope, c'est un mot grec qui s'est fini, qui revient à dire qu'il s'agit de proportions harmonieuses. Donc vous devinez, c'est quoi un œil hémétrope? C'est une corrélation, une parfaite corrélation entre la puissance et la profondeur de l'œil, tout simplement. Donc un œil normal, un œil hémétrope, est un œil capable de voir l'infini nettement. On va voir que cette définition lui manque un terme, mais on va le voir par la suite. Cette définition reste à corriger, entre guillemets, en rajoutant un terme qu'on va le voir tout de suite après. Alors, j'ai une petite question là. Un œil hémétrope, un œil normal, il est capable de voir un objet situé à l'infini nettement. Déjà, c'est une bonne constatation. Sauf que dans notre vie quotidienne, dans notre vie, on a besoin de voir, c'est vrai, des objets situés à l'infini. Et là, j'ouvre une parenthèse, que l'infini en optique, c'est pas l'infini mathématique, c'est plutôt un objet situé à 5 mètres et au-delà de 5 mètres. Donc, je reviens, une vision nette
de l'infini. C'est bon. Mais pour des distances inférieures à 5 mètres, pour des objets plus proches, est-ce que c'est le cas? C'est ça notre question qu'on va essayer d'y répondre tout de suite. Je répète la question, est-ce que avec ce modèle, l'image d'un objet situé plus proche que l'infini, elle est située à 4 mètres, à 3 mètres, à 2 mètres, est-ce que j'aurai également une image qui est située sur la rétine? Parce que j'ai besoin aussi bien de voir un objet situé à l'infini, nettement, qu'un objet situé à une distance inférieure à 5 mètres d'une manière nette. Pour cela, on va faire un petit exercice. Alors, quel est l'exercice qu'on va faire? On va essayer de déterminer la position de l'image par rapport à ce dioptre pour différentes positions de l'objet. Mais avant de passer à cet exercice, je vais ouvrir une petite parenthèse par ce qu'on appelle la convention des médecins par rapport à la convention des physiciens. Alors, convention des médecins. Alors, par rapport à la convention des physiciens, il faut savoir que, jusqu'à ce moment déjà, qu'est-ce qu'on connaît? Par exemple, la distance SC, en mesure algébrique, est une entité positive, puisque elle se fait dans le sens de propagation de la lumière. Si je prends une distance SA, par exemple, jusqu'à ce moment, dans le cadre de la convention des physiciens, SA est une entité négative. Dans la convention des médecins, on va inverser le sens. Je m'explique. Dans la convention des médecins, tout ce qui est en avant de l'œil est une entité positive. Et tout ce qui est en arrière de S est une entité négative. Par contre, il faut savoir que ce changement de signe des proximités n'influence pas la formule de la puissance. Donc la formule de conjugaison, si on applique la convention des médecins, elle sera de la forme non plus N2 sur P2 moins N1 sur P1 égale à pi, mais plutôt elle sera de la forme N1 sur P1 moins N2 sur P2 est égal à pi. Et je rappelle, petit P1, c'est la proximité de l'objet, c'est la position de l'objet par rapport à S. Si je prends toujours le même exemple, dans ce cas de figure, P1 est égal à SA est une entité positive, puisque je suis dans le cadre de la convention des médecins. De la même manière, si je prends par exemple une image A' du point A, P2 c'est SA', ce sera une entité négative. Par contre, il faut savoir que je ne touche pas à pi. Autrement dit, je garde toujours pi positif, c'est un dioptre convergent, pi négatif, c'est un dioptre divergent. Alors, je ferme la parenthèse et on va passer tout de suite, ce qu'on vient de dire, à un petit exercice d'application afin de déterminer la position de l'image à partir d'objets qui sont plus proches que l'infini. On va voir est-ce que l'image d'un objet situé à 1 mètre, à 2 mètres, à 4 mètres, elle est toujours sur la rétine ou non, ce n'est plus le cas, on va voir. Donc, comme on vient de le dire, on va faire un petit exercice pour voir la position de l'image pour des objets qui sont situés à des distances plus proches que l'infini. Donc, et toujours par rapport à notre œil réduit de Listine, pour les mêmes valeurs. Donc, je vais prendre pour un objet situé à 1 mètre et je vais essayer de déterminer quelle est la position de l'image. C'est ça la question. Pour cela, j'aurai besoin d'appliquer la formule de conjugaison. Alors, vous allez me dire, selon quelle convention vous avez le choix. L'essentiel, c'est de maîtriser pour chaque convention les règles d'application de cette formule de conjugaison. Si je suis dans le cadre de la convention des médecins qu'on vient de voir, il vaut mieux, d'ailleurs, travailler avec la convention des médecins, où les distances, les positions de l'objet qui sont variables
sont positives et les positions de l'image sont négatives. Mais vous pouvez également travailler avec la convention des médecins, des physiciens, mais attention, il ne faut pas se tromper en termes de signes des distances, tout simplement. Donc pour moi, je vais travailler avec la convention des médecins et vous allez voir l'intérêt et le plus que rajoute cette convention par rapport à celle des physiciens. Donc la formule de conjugaison, elle est de la forme N1 sur P1 moins N2 sur P2 égale à pi. Pour notre œil de listing, parce que le couple objet-image par rapport à quel système? C'est par rapport à mon œil réduit. De listing, toujours, avec les mêmes chiffres. Et donc, le N1 est égal à 1, le N2 égale 1,336, le P1, dans ce cas de figure, elle est variable, mais elle est positive, et le P2, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Et la puissance pi, bien sûr, c'est 60 dioptries. Donc, tout calcul fait, si j'applique ces chiffres par rapport à la formule de conjugaison pour un objet toujours situé à 1 mètre, j'aurai une distance petit p2 est égale à moins 2,64 mm. Or, pour notre œil de listing, la profondeur de l'œil, la distance SH, je vous rappelle, elle est égale à 22,3 mm. Donc l'image d'un objet situé à 1 mètre, elle n'est pas sur la rétine, elle est derrière la rétine. Si je refais le même exercice avec une position qui est plus proche, pour un objet, non pas à 1 mètre, mais encore plus proche, par exemple à 0,5 m. Je refais le même calcul, j'aurai une distance P2 qui est égale à moins 23,03 mm. Donc, plus je rapproche mon objet, plus l'image, elle est derrière la rétine. Et donc, du coup, l'image sera floue. Donc, morale de cet exercice, c'est que en dehors de l'infini, en dehors d'un objet situé à l'infini, l'image des restes de toutes les autres positions, plus proche que l'infini, elle se trouve en arrière de la rétine. Donc, jusqu'à ce moment-là, mon œil hémétrope normal ne peut voir nettement qu'un objet situé à l'infini. Mais la réalité des choses, c'est pas ça. On est tous d'accord que la majorité d'entre nous sont des sujets normaux et on arrive à voir des objets qui sont plus proches que l'infini nettement. Autrement dit, l'image d'un objet situé non plus à l'infini, elle est sur la rétine. Comment on procède alors? Comment notre œil procède plutôt? Alors vous allez me dire, c'est simple madame, il suffit que notre œil recule, notre rétine recule. Pour un objet situé à 1 mètre, la rétine devrait être positionnée non plus à 22,3 mm, mais à 22,64 mm. Plus je rapproche l'objet, plus ma rétine recule. Alors ça ne peut pas être appliqué pour l'œil, c'est impossible. Par contre, le fait de reculer l'écran, c'est finalement le principe de l'appareil photo. Le fait de zoomer, c'est exactement ça. Par contre, cette idée ne peut pas être appliquée à l'œil. Donc, jusqu'à ce moment-là, on n'arrive pas à trouver la solution, entre guillemets, de la question posée. Comment on arrive à voir un objet plus proche que l'infini, nettement? Pour cela, pour répondre à la question, si on regarde de près cette formule de conjugaison, je vais la renoter ici. N1 sur P1 moins N2 sur P2 est égal pi. On est d'accord que N1, c'est une constante, puisque dans 99% des cas, on observe des objets qui sont situés dans l'air. Donc N1, c'est une constante. N2 également, c'est l'indice de réfraction de l'œil réduit, de l'œil finalement. Ça ne peut être qu'une constante. P1, c'est la position
de mon objet. La position de l'objet ne peut être qu'une variable parce que je cherche à déterminer, je cherche à voir des objets à différentes positions de l'espace. Donc P1 ne peut pas être une constante. Par contre, j'aime bien que P2 soit égal à une constante. J'aime bien que la position d'image soit toujours sur la rétine pour n'importe quelle position de l'objet. Donc finalement, autant P2 peut être, ou plutôt doit être constante, autant P1 ne peut être qu'une variable. Donc finalement, si je modifie la position de l'objet et je n'ai pas le droit à modifier ni P2, ni N1, ni N2, la seule possibilité que me reste, c'est de modifier pi. Pi doit être variable. Ça ne peut pas être égal à une constante pour pouvoir ramener n'importe quel objet sur la rétine. Pour avoir une image sur la rétine, quelle que soit la position de l'objet. Donc si j'essaie de refaire le même exercice que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va déterminer non plus la position de l'image, parce que je vais fixer, je vais imposer une position de l'image sur la rétine, mais en fonction, je vais déterminer la puissance cette fois-ci. La variable, c'est plus pi qui est égal à 60 dioptries, pi sera une variable et c'est plutôt P2 qui sera une constante. Donc je vais refaire le même exercice, mais cette fois-ci, on va chercher à déterminer la puissance du dioptre pour différentes positions de l'objet, mais avec une position d'image qui est une constante, P2 sera égale à 22,3 mm. N'oubliez pas le signe moins parce que je vais appliquer la convention des médecins. Et vous voyez déjà l'intérêt de cette convention. Parce que pour un œil, la position de l'image doit être une constante pour garder une vision nette. C'est plutôt la position de l'objet qui est variable. Et donc, le signe positif, le sens plus, le signe plus, je le garde pour la position de l'objet qui est variable. Et je ne traîne pas avec un signe moins. Je le garde constant. Un signe moins, c'est pour la position de l'image qui est une constante.